Je suis rentrée d'un voyage d'affaires pour trouver mes affaires dans des sacs poubelles sur le pas de la porte. Ma mère se tenait là. Maman avait déjà mis la table quand je suis montée. Des toasts avec des œufs au plat et la quantité exacte de sauce piquante à côté. Elle avait l'habitude de faire ça quand j'étais au lycée, avant mes cours de soudure du matin. Pendant un instant, je me suis permis de croire que cela signifiait quelque chose. Je ne serai absente que 2 jours, ai-je dit en m'asseyant sur la chaise en face d'elle. Juste un contrat de maintenance à la scierie de Brookings, mais je commence le nouveau travail lundi. Elle a hoché la tête, remuant lentement son café. C'est super, ma chérie. Cela ressemblait plus à un réflexe qu'à une réponse. Ses yeux n'ont pas quitté le téléphone posé à côté d'elle, même lorsque j'ai souri. Je sais que ce n'est pas une grande entreprise comme Maroc, mais c'est un salaire solide. Des avantages sociaux à temps plein. Je pourrai enfin te rembourser le reste de ce que je te dois. Toujours aucun contact visuel, juste un murmure distrait. Elle a tapé quelque chose et a détourné l'écran de ma vue. Je me suis concentrée sur mes œufs. Ne rends pas les choses bizarres, me suis-je dit. Elle m'a laissé rester quand j'en avais besoin. Elle n'était pas obligée. Quand je me suis levée pour rincer mon assiette, elle a finalement levé les yeux et a dit, « Conduis prudemment. » Je le ferai, ai-je répondu. Elle m'a embrassé la joue trop vite et m'a fait une accolade de côté comme si nous jouions la comédie pour quelqu'un qui n'était pas là. Puis elle est retournée à son téléphone. Le soleil du matin projetait de longues ombres alors que je marchais vers la voiture. Mon sac en toile cliquetait à cause de l'équipement de soudure. Je l'ai placé dans le coffre comme si j'emballais un nouveau départ. Et en sortant de l'allée, j'ai jeté un regard en arrière et j'ai vu les rideaux bouger. Juste une fente. Juste assez. J'ai tourné dans notre rue environ 6h32 plus tôt que prévu. Le travail s'était terminé plus vite que prévu et j'avais hâte de me glisser dans mon lit. Mes mains sentaient encore l'acier chaud et le caoutchouc brûlé, une odeur familière qui manquerait. Mais en ralentissant devant la maison, je les ai vus. Des sacs poubelles noirs. Des dizaines d'entre eux alignés le long de la pelouse. Certains étaient déchirés, déversant des chaussettes, des pulls, des cahiers, et même mes gants de soudure sur l'herbe inégale près de la porte. Mon sac en toile était debout, comme s'il avait été lancé et avait mal atterri. Mon moniteur de jeu était penché de travers contre la boîte aux lettres, sans emballage, exposé, juste au-delà des sacs. Ma mère, tenant son téléphone comme si elle enregistrait une émission de cuisine. À côté d'elle, Noël tenait son bras tendu, façon selfie, offrant à ses followers une vue complète du spectacle. J'ai pu entendre sa voix avant même de sortir de la voiture. Et la voilà, de retour d'un autre voyage d'affaires, devant encore $8 000 de loyer. Regardez bien, les amis. Voilà à quoi ressemble le culot. Griffin arpentait le terrain comme un videur de boîte de nuit sans nulle part où aller. Quand il m'a vu approcher, il a souri d'un air suffisant, s'est approché d'un des sacs et l'a frappé juste assez fort pour faire glisser mes livres dans la terre. Enfin, a-t-il marmonné. Le parasite de la famille s'en va pour de bon. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. J'avais l'impression que quelqu'un avait actionné un interrupteur dans ma poitrine et vidé tout l'air. Ma mère a levé son téléphone et a commenté avec sa voix soignée et théâtrale. Calista Ren, 29 ans, vit dans mon sous-sol depuis des mois comme un parasite. Plus maintenant. Ceci est ton avis d'expulsion. Public et permanent. Quelques voisins étaient figés sur leur perron. Madame Vélan, de l'autre côté de la rue, tenait la laisse de son chien à 2 mains, une expression indéchiffrable sur le visage. M. Linton filmait de derrière un buisson. Personne n'a bougé. Personne n'a rien dit. Je me suis accroupie lentement, ramassant le livre à couverture rigide qui avait glissé du sac. La couverture était pliée. Je l'ai redressée, l'ai mise de côté et j'ai ramassé l'objet suivant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement continué à charger ma voiture, pièce par pièce, tandis que la voix de Noël résonnait derrière moi, narrant chacun de mes gestes comme si c'était son travail. J'ai fermé le coffre doucement et me suis retournée une dernière fois.
Il filmait toujours, souriait toujours. Profitez bien du spectacle, ai-je dit à voix basse. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Juste au moment où j'avais fermé la portière arrière de ma voiture, j'ai entendu la porte du Porsche s'ouvrir violemment. Mon père a dévalé les marches, le visage rouge et la mâchoire serrée, et sans un mot, il m'a jeté un trousseau de clés. Elles m'ont heurté le côté du visage avec un bruit sourd et sont tombées sur le gravier. Prends tes saletés et dégage, a-t-il aboyé. Tu n'es plus notre fille. Les vrais adultes ne vivent pas au crochet de leurs parents à ton âge. J'ai cligné des yeux, me suis frotté la joue là où le métal m'avait frappé, puis je me suis baissé pour ramasser les clés. Je n'ai pas bronché, pas devant lui. Il est resté là, les bras croisés, attendant une explosion dramatique. Noël avait orienté sa caméra pour un meilleur angle. Griffin arpentait de nouveau le terrain, souriant comme si c'était un jeu qu'il avait déjà gagné. J'ai ouvert la portière côté conducteur, suis monté et l'ai fermée avec un calme délibéré. Avant de démarrer le moteur, je les ai regardés tous les trois à travers la vitre. Maman avec son indifférence répétée, Noël avec son dégoût fabriqué, Griffin avec sa cruauté pratiquée. Puis j'ai regardé mon père. Il n'a pas détourné le regard, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux, peut-être de la confusion, quand je ne me suis pas effondré non plus. J'ai tourné la clé, me suis éloigné lentement et n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit sans but pendant un moment. Les rues familières du quartier se confondaient les unes avec les autres. À un moment donné, je me suis retrouvée sur le parking du supermarché, les phares éteints et le moteur tournant, simplement assise là, les deux mains sur le volant. Ce n'est que lorsque je suis arrivée à l'appartement d'Elena, avec la lumière du Porsche encore allumée, que je me suis souvenue de l'enveloppe. Elle était au fond de mon classeur depuis plus d'1 an. Papier épais, pas d'expéditeur, juste mon nom écrit de la main inimitable de mon grand-père. Il me l'avait donné à l'hôpital quelques semaines avant de mourir. Il avait dit, ne l'ouvre pas, sauf si les choses tournent vraiment mal. Je n'avais jamais pensé en avoir besoin, mais maintenant, tout en moi disait, ouvre-la. J'ai posé mon sac de voyage par terre, sorti l'enveloppe de sa poche latérale et l'ai posée sur mes genoux. Lena a préparé du thé et l'a posé sur la table à côté de moi, puis s'est glissée dans sa chambre sans poser de questions. Elle savait que je parlerais quand je serais prête. J'ai regardé l'enveloppe pendant un long moment avant de l'ouvrir. Le rabat s'est ouvert proprement, comme s'il avait attendu patiemment tout ce temps. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, plusieurs documents notariés et une carte de visite d'un cabinet d'avocats du centre-ville. La lettre était manuscrite. Calista, si tu lis ceci, c'est qu'ils ont fait ce que je craignais. Je n'ai pas pu te protéger d'eux de mon vivant, alors je le fais maintenant. J'ai mis une partie de la maison, le chalet du lac et le bâtiment de l'atelier à ton nom. Tout est légal, tout est documenté. Tu ne leur dois rien. Ni excuse, ni silence, ni culpabilité. C'est pour quand ils oublieront ta valeur, grand-père. La pièce est devenue floue. Mes doigts tremblaient, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus vif, quelque chose qui ressemblait à de la clarté. Les documents confirmaient tout, une fiducie entre vifs. Mon nom était listé à côté de pourcentages, 40% de la maison familiale, 50% d'un chalet au bord du lac dans le comté de Coo, 35% du bâtiment commercial depuis lequel l'entreprise de mon père opérait sur Riverdale Street. La carte de visite au fond indiquait Arthur Dorsey, droit immobilier et successoral. Le lendemain matin, j'ai appelé. Sa réceptionniste a hésité jusqu'à ce que je mentionne le nom de mon grand-père, puis elle m'a proposé un créneau de dernière minute pour l'après-midi. Le bureau de M. Dorsey se trouvait dans un vieil immeuble en pierre près de l'université, avec des meubles en acajou. Une horloge au tic-tac silencieux, des murs remplis de volumes juridiques. Il s'est souvenu de moi immédiatement. Vous veniez avec lui aux réunions, a-t-il dit. Vous aviez toujours ce petit carnet de croquis rouges. J'ai hoché la tête. Il a examiné les documents attentivement, les parcourant avec la précision que seules des décennies de pratique pouvaient forger. Quand il a levé les yeux, son expression était indéchiffrable, mais sa voix était ferme. Tout est valide. La fiducie a été finalisée avant le décès de votre grand-père.
Ils ne peuvent légalement pas vous expulser, vendre sans votre consentement, ni plaider l'ignorance. S'ils ont perçu des loyers ou contracté des prêts sur l'une de ces propriétés, ils pourraient avoir un problème plus grave qu'ils ne le pensent. Je me suis adossée à ma chaise, le cœur battant toujours la chamade. Je suis prête à aller de l'avant, ai-je dit. Il s'est légèrement penché en avant. Alors, commençons. Le premier SMS est arrivé ce soir-là. Noël 20h47. Et, j'espère que tu n'es pas fâché. Le live, ce n'était pas pour te faire honte. C'était juste du contenu. Tu sais comment fonctionne l'algorithme. Je n'ai pas répondu. Le matin, il y avait 12 autres messages, 2 appels manqués de maman, un message vocal de Griffin. Tu exagères. Ce n'était même pas si grave. Tu sais comment elle est. Reviens juste et parle comme une adulte. J'ai tout transféré à M. Dorsey. À midi, le numéro de mon père s'est allumé sur mon écran. Papa, 13h14. On a besoin que tu signes quelques trucs. Pas de drame, juste de la paperasse. Pas d'explication, pas d'excuses, juste des instructions comme si j'étais une employée qui avait manqué une échéance. M. Dorsey a répondu en mon nom avec une brève notification formelle que toute communication future devait passer par son bureau. Il a mis l'avocat de la famille en copie. J'ai désactivé les confirmations de lecture et j'ai laissé le silence faire son œuvre. J'ai passé les heures suivantes à organiser les quelques affaires que j'avais sauvées. Lena m'avait libéré une étagère et j'y ai empilé mes livres, moins de la moitié de ma collection, mais c'était suffisant. J'ai plié les vêtements propres, placé soigneusement le moniteur près du bureau et j'ai regardé la bosse sur son cadre. Puis j'ai pris un stylo. Je n'avais pas tenu de journal depuis des années, mais ce soir-là, j'ai ouvert un carnet vierge et j'ai écrit une seule ligne. Il n'écoutait que lorsque j'arrêtais de me justifier. Les mots ont coulé plus facilement après ça. Pas de rage, pas de vengeance, juste des observations. Ce que j'avais vu dans leurs yeux, ce que je n'avais pas vu dans leur cœur, ce que j'avais pris pour de la sécurité, ce que je ne pourrais plus jamais ne pas voir. Au moment où j'ai fermé le journal, mon téléphone vibrait encore toutes les quelques minutes. Les messages vocaux de Noël. La culpabilisation passive-agressive de Griffin. L'insistance de papa. J'ai posé le téléphone face contre le matelas et je l'ai laissé bourdonner. Ils étaient bruyants. Ils avaient toujours été bruyants. Mais cette fois, mon silence en disait plus que leurs cris ne le pourraient jamais. M. Dorsey a appelé 2 jours plus tard, la voix calme mais tranchante. Nous avons fini d'examiner l'historique des revenus des propriétés. Il a dit, vos parents et votre frère ont perçu les loyers du chalet du lac et du bâtiment commercial. Rien de tout cela ne vous a été divulgué. J'ai fermé les yeux. Combien? Un peu plus de $50 000. 3 ans de paiement de locataire. Votre part n'a même pas été reconnue, a-t-il dit. Reconnue, comme si c'était une simple erreur administrative. Nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. À la fin de la journée, des lettres recommandées avaient été envoyées au représentant légal de la famille, détaillant le montant exact dû et mes pourcentages de propriété. M. Dorsey avait également contacté les banques impliquées dans les prêts commerciaux liés à la propriété commerciale. Si elles avaient approuvé le financement sans les signatures de toutes les parties prenantes, elles étaient également en danger. Le silence qui a suivi était différent cette fois. Pas abasourdi, pas blessé, mais calculateur. 3 jours plus tard, Griffin s'est présenté à mon nouveau travail. C'était un mardi après-midi tranquille. Je venais de pointer pour le déjeuner et je me dirigeais vers le parking arrière quand je l'ai vu appuyé contre le flanc de ma voiture, les bras croisés et le téléphone à la main. J'ai continué à marcher, sans m'arrêter. Calista, a-t-il dit, d'un ton trop désinvolte. T'as 1 minute? J'ai gardé mes clés dans ma main, prête. Il s'est mis sur mon chemin. Il faut qu'on parle. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu es sur une propriété privée. Bouge. Il s'est penché, la voix basse et tendue. Tu es en train de détruire la famille pour un détail technique.
Cet argent n'était pas à toi. Tu veux jouer à ce jeu d'avocat? D'accord, mais ça ne finira pas comme tu le penses. Je n'ai pas bronché. Éloigne-toi de ma voiture. 2 collègues sont apparus près de la sortie. L'un d'eux a crié mon nom. Griffin s'est retourné pour regarder, puis a reculé, marmonnant quelque chose à voix basse. Je ne le répéterai pas, ai-je dit en sortant mon téléphone. C'est du harcèlement. Tu dois partir. La sécurité m'a trouvé près de la porte quelques minutes plus tard. À ce moment-là, il était déjà parti. De retour à l'intérieur, j'ai déposé un rapport d'incident au bureau principal et j'ai envoyé les images de la caméra du parking à M. Dorsey. Il a répondu en moins d'1 heure, noté et enregistré. Nous procédons comme convenu. Ils avaient fait le premier pas. Maintenant, ils allaient apprendre ce que c'était que de jouer en défense. Ils sont venus un jeudi soir, juste après le crépuscule. J'ai d'abord entendu le coup à la porte, sec et impatient, puis les voix, trop nombreuses. J'ai marché jusqu'à la porte sans l'ouvrir. Le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Tous les 4. Ma mère agrippant un mouchoir. Mon père les bras croisés et la mâchoire serrée. Griffin adossé au mur comme si tout cela était indigne de lui. Et Noël debout sur le côté, regardant à moitié la porte et à moitié son téléphone. Calista, a crié ma mère, la voix brisée. S'il te plaît, ma chérie, on veut juste parler. Tout ça est allé trop loin. Papa a fait un pas en avant. Ouvre la porte. Tu te comportes comme une enfant. Derrière eux, Griffin a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Noël n'a pas levé les yeux. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je voulais qu'ils marinent dans leur malaise. Les laisser s'imprégner. Papa a appelé de nouveau, cette fois plus fort. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous exclure juste pour de la paperasse. J'ai parlé clairement, assez fort pour que le microphone capte. Toute communication future passe par M. Dorsey. Vous en avez déjà été informé. Il y a eu une pause, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je réponde du tout. La voix de ma mère est revenue, plus faible. Maintenant, tu n'as pas à faire ça. On peut arranger ça juste entre nous 5. On effacera les vidéos. On arrangera les choses. Sur la caméra, j'ai vu Noël jeter un coup d'œil à son téléphone et le cacher derrière son dos. Il n'était pas là pour la paix. Il était là pour filmer. Je ne discuterai de rien sans représentation légale, ai-je dit. Si vous restez ici, je contacterai la sécurité de l'immeuble. Le visage de papa s'est assombri. Alors, maintenant tu te caches derrière des avocats. Vous m'avez dit que je n'étais pas votre fille. Vous vous souvenez? Griffin a détourné le regard. Noël a commencé à taper quelque chose. Maman s'est essuyé les yeux, soudainement à court de mots. Ils sont restés là 1 minute de plus. Puis ils sont partis lentement, sans un mot. Dès que le couloir a été vide, j'ai verrouillé la porte et ouvert mon ordinateur portable. M. Dorsey venait de m'envoyer un nouveau fichier intitulé Négociation d'accord, ébauche initiale. L'offre est arrivée 2 jours plus tard. Leur avocat a envoyé un email à M. Dorsey avec une proposition, il me transférerait la pleine propriété du chalet du lac si j'acceptais de renoncer à toute prétention sur les loyers impayés ou les revenus futurs du bâtiment commercial. M. Dorsey n'a même pas hésité. Nous refusons, a-t-il répondu. Et nous réitérons nos conditions initiales. Le chalet valait moins d'1 tiers de ce qu'il me devait. Il pensait que j'allais mordre à l'hameçon, que je les laisserais s'en tirer en échange de la paix et d'une aumône symbolique. Mais le symbolisme ne m'intéressait pas. Je voulais une reconnaissance. J'ai rencontré M. Dorsey le lendemain matin et lui exposé ce qui comptait pour moi. Un plan de remboursement formel pour le loyer impayé, une société de gestion immobilière tierce pour gérer tous les revenus futurs, et un aveu écrit de la fausse déclaration financière. Je le veux par écrit, ai-je dit. Et je le veux signé. Il a hoché la tête 1 fois.
Alors c'est ce que nous exigerons. Tandis que les négociations s'éternisaient, leurs failles ont commencé à apparaître. Noël a perdu plus de 5000 abonnés en une semaine. Quelqu'un du lycée m'avait reconnu dans son live et avait commencé à publier des preuves. Certains de ses sponsors l'ont lâché. Elle a supprimé la vidéo de l'expulsion, mais Internet n'oublie pas. L'entreprise de mon père a également été touchée. Il s'est avéré qu'un de ses clients avait vu un extrait et avait décidé de ne pas poursuivre un projet. Puis, une demande de prêt a été signalée. Lorsque les banques ont commencé à examiner les documents de propriété, la fiducie est apparue. Maman a cessé d'envoyer des SMS. Griffin a envoyé un email furieux que M. Dorsey a transféré sans commentaire. Noël a essayé d'appeler 2 fois. Je n'ai pas répondu. Quand leur avocat a finalement répondu, le ton avait changé. Moins agressif, plus prudent. Ils ont tout accepté, les paiements mensuels, la surveillance par un tiers et une reconnaissance écrite signée par les 4. J'ai lu le document 2 fois avant de signer. À la fin, juste au-dessus de mon nom, j'ai ajouté une phrase de ma composition. La vérité n'est pas une trahison. C'est ce qui arrive quand la comédie s'arrête. Je l'ai renvoyé et j'ai attendu. La dernière partie n'était pas encore arrivée. Ils avaient encore une chose à faire. L'appartement était petit, mais il était à moi. Une chambre, des planchers inégaux et un courant d'air à la fenêtre de la cuisine qui sifflait quand le vent soufflait. Mais le bail était à mon nom, et le premier mois de loyer provenait directement de mon salaire de mon nouveau travail de soudeuse. Pas d'espace partagé, pas de temps emprunté, personne ne filmant à la porte. 2 jours après mon emménagement, l'enveloppe est arrivée, contenant un chèque. Le premier paiement du loyer impayé qu'il me devait. Attaché par un trombone, il y avait une note pliée, écrite de la main de ma mère. Nous espérons pouvoir laisser tout ça derrière nous et redevenir une famille. Avec amour, maman. Je l'ai regardé pendant un long moment. Non pas parce que j'étais émue, mais pour tout le contraire. Il n'y avait aucune excuse, aucune prise de responsabilité, juste l'espoir que j'oublie ce qu'il m'en avait coûté pour qu'il me laisse enfin tranquille. J'ai mis le chèque dans mon tiroir. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, en déballant le dernier carton, j'ai trouvé mon vieux disque dur externe. Je l'ai branché par habitude, parcourant les étiquettes des dossiers, travaux universitaires, photos, factures, et puis, grand-père vocal. J'ai cliqué sur lecture. Salut, ma petite, si tu écoutes ça, je suppose que je ne suis plus là. Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu iras bien. Même s'il ne s'excuse jamais. Certaines personnes ne t'estiment que lorsqu'elles peuvent se servir de toi. Et quand tu cesses de les laisser faire, elles appellent ça de la trahison. Laisse-les dire. Toi, continue simplement d'être toi-même. Je suis restée assise un moment, laissant sa voix remplir la pièce. Plus de cris. Plus de silence utilisé comme une arme. Juste sa chaleur constante résonnant à travers un haut-parleur emprunté dans un endroit qui n'appartenait qu'à moi. J'ai appuyé sur enregistrer, fait une sauvegarde du fichier et placé le disque dur dans le tiroir à côté du chèque.